Donc aujourd'hui, Incomparable s'est déplacé en Suisse, le pays aux nombreuses richesses, que ça soit naturel avec les paysages à couper le souffle, que ça soit multiculturel avec une population parlant français, allemand, italien, culinaire avec le chocolat ou encore le fromage, sportive avec Roger Federer, une icône ici, et bien sûr industrielle avec l'industrie horlogère. Donc aujourd'hui, on est là pour parler à l'un des ambassadeurs de l'industrie horlogère suisse. Vous avez fait vos armes chez Jaeger-LeCoultre, des merveilles chez Harry Winston, et depuis 2005 à la tête de votre propre marque MB&F, marque horlogère novatrice, et vous nous recevez aujourd'hui au siège de votre marque dans la Madhouse. Voilà, bienvenue. Merci de nous accueillir pour Incomparable chez vous, Massimilian. Merci. Première question, on rentre dans le vif du sujet rapidement. Donc le podcast s'appelle Incomparable. Donc pensez-vous qu'il faut être incomparable pour créer quelque chose d'incomparable? Alors, je ne sais pas si... Le mot incomparable a beaucoup de signification. Je pense que ce qu'il faut, c'est connaître son true north, on dit en anglais. Connaître, savoir ce qui est important pour soi et ne pas vouloir plaire aux autres. Ne pas vouloir s'adapter aux autres. Il faut dire, ben voilà, moi je suis cette personne-là, si les gens n'aiment pas, c'est pas grave. Et ça c'est très dur humainement, hein. J'ai pas toujours été comme ça. Et surtout quand j'étais petit, parce que moi je rêvais d'avoir des amis, j'en avais pas beaucoup, j'étais un peu bizarre comme garçon, et j'étais assez solitaire, et vraiment j'ai rêvé d'être populaire, et puis après j'ai trouvé les solutions en étant jeune adulte, mais j'ai rien créé. Puis à un moment donné dans ma vie, je me suis dit, mais essaye d'être toi-même, quoi. La chose dont tu seras le plus fier à la fin de ta vie, c'est d'avoir été toi-même, d'avoir gardé les valeurs que tes parents ont essayé de t'inculquer. En tant que créateur, de ne pas être passé du côté obscur de la force, c'est-à-dire d'être devenu un marketeur, de penser que veulent les gens, que veulent les clients, comment je vais vendre plus. Et quand vous faites ça, c'est déjà une abnégation de vous en tant que créateur, c'est aussi une dissolution, une dilution de tout ce qui est créatif. Et donc, en se disant, excusez mon français, mais je m'en fous de ce que les gens pensent, c'est là que l'on crée l'incomparable. Du coup, vous venez de le dire, et j'ai pu voir dans d'autres interviews qu'effectivement, vous revenez souvent sur votre enfance, ouais. Sur le fait que vous vous qualifiez, ou on pouvait vous qualifier d'enfant bizarre, sans vraiment de copains, etc. Est-ce que vous aviez la perception, c'est peut-être difficile quand on est petit, mais est-ce que vous l'avez aujourd'hui avec le recul, justement d'être un petit peu incomparable, de ne pas pouvoir se comparer aux gens du même âge? Est-ce que vous aviez cette perception de ne pas être pareil? Alors, clairement, en étant jeune, je n'avais pas les clés. Et je souffrais de ne pas avoir les clés. Et aujourd'hui, le fait d'accepter cette différence fait que je rencontre des gens extraordinaires. Parce que finalement, du coup, je rencontre d'autres gens aussi bizarres que moi, dans leur domaine. Ça peut être des clients, mais ça peut être juste des gens que l'on rencontre. Nous commençons des discussions, des débats qui sont passionnants. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde soit comme ça, mais je dis qu'à un moment donné, cultiver cette différence qui n'est pas, en anglais on dit contrarian, on n'est pas des contrarians, nous ne sommes pas des gens qui disons, alors si tout le monde va à gauche, moi je vais à droite, ou vice-versa. C'est qu'est-ce qui est important pour moi? Et puis de suivre cette voie-là. Et là, tout à coup, on attire tout plein de personnes qui, elles, résonnent sur la même longueur d'onde. Et vous savez, les gens qui veulent plaire à tout le monde, finalement, ils ne plaisent pas à grand monde. Donc il y a un moment donné, c'est ok si cette personne ne comprend pas, cette personne n'aime pas, cette personne, on n'a rien à se dire. C'est ok. Vous avez vécu en Suisse jusqu'à 30 ans, mais vous êtes né en Italie, c'est ça? Enfin, Alors, je suis né en Italie, mais je suis arrivé en Suisse quand j'avais 3 ans et demi. Donc vraiment, moi je suis un Suisse. Ouais, moi je suis un Suisse. À quel point ce pays, qui pour le coup est aussi incomparable, on voit dans l'histoire, dans son positionnement, dans ce qu'il peut faire, à quel point ce pays a infusé sur votre personnalité? C'est une bonne question, ça. Bon, déjà, j'ai une admiration incroyable pour ce pays. C'est un pays... Et je ne sais pas si c'est l'œuf ou la poule,
mais où les citoyens sont extrêmement responsables. Donc vous savez qu'on est une démocratie directe, on vote tout le temps. On vote tous les 2 mois sur quelque chose, donc ça peut être à un niveau fédéral, cantonal, communal, on est en train de voter tout le temps. Et avec ça, ou malgré cela, ou grâce à cela, les décisions sont toujours pour le bien de tous et pas de l'individu. Et les décisions sont faites pour que le pays, même si on sait que l'Europe va en général dans une direction qui est difficile, parce qu'il va falloir faire des sacrifices, eh bien les Suisses, ça fait des années qu'ils font ces sacrifices. Vous voulez plus de vacances? Non. Vous imaginez? Vous votez, et 70% du pays qui dit non, 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 on sait qu'il faut travailler plus. Vous voulez payer, il va falloir qu'on paye plus d'impôts? Oui, on est d'accord, parce que là, à ce niveau-là, on comprend. Il va falloir des retraites, je touche sur un sujet sensible, des retraites où malheureusement, on n'a pas d'argent dans les caisses de l'État. Eh bien, nous, on vote oui. Il va falloir travailler plus tard. Et c'est vrai qu'on est un peu une exception dans un monde qui demande plus, je veux tout. Les Suisses, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Il y a l'autre chose qui est intéressante, c'est le respect de l'autre. Il y a beaucoup de stars et de célébrités qui viennent vivre en Suisse. Alors évidemment, il y a des raisons fiscales, mais au-delà de la raison fiscale, c'est que moi, je me rappelle, j'ai grandi à Lausanne, c'est une petite bourgade de 150 000 habitants, et il y avait David Bowie qui habitait à Lausanne. Et quand il se promenait dans la petite rue la plus connue, qui est la rue de Bourg, le samedi, personne n'allait le déranger. Il était tranquille. Et je vois tous les cours de Formule 1, etc. Ils sont là, il n'y a pas tout le monde qui vient faire des selfies et des choses. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de selfies, mais il y a un côté extrêmement respectueux en Suisse de la sphère privée, de l'individualité de chacun. Et ça, c'est un truc qui est vraiment très important pour moi. Pour finir un peu sur cet aspect enfance, par rapport à vos parents, est-ce que, pour reparler un peu de ce côté peut-être différent, est-ce qu'eux en avaient conscience? Est-ce qu'ils ont cultivé ça chez vous? Est-ce que c'est l'éducation qu'ils vous ont donnée, qui vous a permis d'être ce que vous êtes? À quel point ils ont joué le rôle d'aujourd'hui, ce que vous êtes? Alors, on n'a pas beaucoup dialogué avec mes parents. Okay. Déjà, mon père était d'une autre génération, il est né en 1922, et c'est vrai qu'on n'a vraiment pas beaucoup dialogué, lui et moi. Par contre, ce que je peux dire, c'est que tous les deux ont été des modèles au niveau de leurs valeurs. Et donc, c'est des gens hyper respectueux, hyper honnêtes, caring, comment on dit caring, qui faisait, qui avait vraiment de l'empathie pour les autres. Et ça, c'est l'environnement dans lequel j'ai baigné. Par contre, c'est vrai que, et aujourd'hui je dois les remercier, mais sur le moment je ne les ai pas remerciés, ils ne se sont pas beaucoup occupés de moi. Et vu que j'étais enfant unique, et je me suis retrouvé tout seul pendant des années. Mon père, il n'a jamais fait quoi que ce soit avec moi, il ne m'a même jamais amené dans un magasin ou faire un match de foot ou n'importe quoi. Et il ne me posait pas beaucoup de questions non plus. Qu'est-ce que tu ressens? Comment ça va? On m'a laissé. Alors, peut-être que c'est ma perception aujourd'hui avec le recul, mais j'ai vraiment cette impression dont on m'a laissé. Et donc ça a été très très dur. Par contre, c'est ce qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui. J'ai dû me débrouiller tout seul. J'ai cette impression depuis que je suis tout jeune. Si tu ne te débrouilles pas, il n'y aura personne. Ils n'ont jamais passé 30 minutes avec moi pour m'aider avec mes devoirs. On fait tout ça avec nos enfants aujourd'hui. Mes parents, tant que les notes étaient... Heureusement, les notes étaient toujours pas trop mauvaises. Voilà, ils ne m'ont jamais demandé si j'avais besoin d'aide. Je ne suis jamais allé en demander. Donc, ce côté, tu dois te débrouiller tout seul. De nouveau, c'était très dur. Mais l'éloge du fait de s'ennuyer et de n'avoir rien à faire et d'être toujours tout seul. Et du coup, soit je dessinais, soit je faisais des maquettes d'avions, soit je m'imaginais des choses. Moi, je me rappelle être seul sur mon lit à imaginer que j'étais un super-héros. Moi, j'ai sauvé la planète entière, je ne sais pas combien de fois, mais tous les jours, je la sauvais. Donc, c'est pour ça que j'ai une petite trace de Goldorak, toujours dans mes créations. C'est que moi, j'étais l'univers Goldorak. Je rentrais, il y avait Récréa 2, si je ne me trompe pas, et puis je regardais Goldorak, qui sauvait la planète. Et puis après, j'allais dans ma chambre, et j'étais Goldorak. Donc, ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a toutes ces idées... incroyables qui sortent de ma tête. Et ça, je le dois au fait qu'il
ils m'ont laissé tout seul. Moi qui ai des enfants qui se battent pour avoir des écrans, et moi je me bats pour ne pas leur donner, c'est difficile de leur expliquer. Je ne veux pas que tu sois devant un écran pour que ton cerveau, elles ont 7 et 11 ans, pour que ton cerveau, il crée ses propres histoires. Et le fait de t'ennuyer, c'est génial. C'est difficile de le comprendre à cet âge-là. Mais c'est ce qui fait que... Moi, j'ai très peur pour la génération d'après, de toute cette génération aujourd'hui qui est gavée de dopamine avec tout ce qu'ils regardent sur les écrans. C'est comment ils vont créer quelque chose. Après, l'être humain est tellement résilient que si ça se trouve, c'est pas un problème. Et puis, on aura une autre génération de créatifs qui sera différente. Mais voilà. Alors vous avez fini, alors je ne sais pas si c'est contraint et forcé ou vous-même à faire des études classiques, voilà, de faire l'école polytechnique à Lausanne, d'avoir un master en génie des microtechnologies, donc quand même quelque chose voilà, assez admirable. Et du coup, beau diplôme, future carrière un peu tracée. Et enfin des amis, c'est ce que j'ai lu. Oui, absolument. Mais malheureusement, j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas spécialement fier de ça. Alors, j'ai fait ces études-là par dépit. Je voulais être designer de voitures depuis que je suis tout petit. Je dessinais des voitures tout le temps. Mes cahiers, mes pages, mes livres étaient remplis de dessins de voitures. C'est un peu un cliché. Là où les garçons découvraient les filles à 13 ans, moi je continuais à faire des voitures jusqu'à 18. Et à 18 ans, donc l'Art Center de Pasadena, la plus grande école de design automobile au monde de Californie, ouvre son antenne européenne en Suisse, à 20 minutes de là où j'habite. Et là, je vais voir mes parents en disant, voilà, je viens de finir ce qu'on appelle la maturité, le bac, et je dis, ben voilà, c'est ça que je vais faire. Et mon père me dit, mais ok, mais ça coûte combien? Et je me renseigne, et à l'époque, on parle d'il y a presque 40 ans maintenant, c'était 50 000 francs suisses. Donc à aujourd'hui, 50 000 francs suisses, c'est à peu près 55 000 euros, mais il y a 40 ans, c'était... Mais genre, déjà aujourd'hui, c'est une somme colossale, vous imaginez à l'époque. Et mon père, il devient blanc. Et voilà, mes parents, ils étaient middle class. Et il me revient me voir 10 jours après, il me dit, écoute, je sais que, avec ta maman, on sait que c'est ton rêve, donc on va se débrouiller. Et moi, je me dis, non, c'est juste tellement colossal comme somme, ils vont jamais y arriver. Et donc, je leur dis, écoutez, tout le monde veut que je sois ingénieur, c'est une espèce de voie tracée. C'était... On est fiers. Dans ma famille, c'était être ingénieur, c'est bien. Et donc voilà, je venais ingénieur. Ça a été très dur pour moi, ces études. Ça a été dur jusqu'à ce que je découvre l'horlogerie. Parce que, et je le réalisais de nouveau pas, moi j'ai sombré, on peut dire, j'avais des symptômes de dépression durant ces études, parce que j'avais plus goût à quoi que ce soit, au niveau professionnel en tout cas. Et en fait, j'ai réalisé en rencontrant l'horlogerie artisanale classique de l'époque, qui étaient toutes des petites maisons qui étaient en train d'essayer de survivre, toutes ces grandes maisons aujourd'hui qui font 500 millions, 1 milliard et plusieurs milliards de chiffre d'affaires, elles étaient toutes microscopiques en train de survivre. Et donc j'ai eu la chance d'en interviewer plusieurs, et ils m'ont tous dit la même chose. On sait qu'on va disparaître. Le quartz avait laminé l'horlogerie mécanique, mais ce qu'on fait est tellement beau. Et pour la première fois, on me parlait de beauté. Moi, je voulais être designer, je me suis retrouvé ingénieur. Et on ne parle pas de beauté en ingénierie. Et puis l'autre chose dont il me parlait, c'était le génie humain, l'artisanat, le doigté, le fait qu'un mentor avait éduqué un apprenti à connaître un geste, à apprendre un geste. Donc on m'a parlé d'humanité. Et ça aussi, dans les études d'ingénieur, on n'en parle pas. L'être humain, c'est un problème à gérer, mais on n'en veut pas, quoi. C'est juste comment est-ce que cette équation va donner la bonne réponse. Et là, tout à coup, je découvre quelque chose, un monde où ce côté mathématique que j'aime, ce côté ingénierie quand même que j'aime, comment on le mêle à de la beauté et de l'humanité. Et là, je suis tombé fou amoureux. Et donc voilà, mon premier job chez Jaeger-LeCoultre, où tout le monde autour de moi, ma famille, mes parents, mes amis me disent « Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais ?» J'étais en train d'interviewer avec Procter & Gamble, avec Nestlé, avec des grandes structures, qui était la voie tracée. Et en fait, je n'arrivais pas à expliquer, mais c'est ce dont j'avais envie. Et en fait, c'est que j'étais tombé amoureux. Puis quand on tombe amoureux, on ne réfléchit pas trop, quoi. C'est le premier pas qui va me sauver la vie. C'est ce qui va complètement commencer toute une histoire où je suis aujourd'hui. J'ai la chance, 33 ans après, d'être là où je suis.
Du coup, Gégère Lecoultre et Harry Winston, donc Ouais. c'est ce qui a forgé votre début de carrière. Ces deux expériences, j'imagine, ont été incomparables, aussi bien dans ce qu'elles étaient et dans ce qu'elles ont pu vous apporter. Comment vous pourriez les résumer, peut-être en quelques mots, l'une et l'autre, et ce que ça a pu faire de vous à la sortie de ces deux expériences? Alors d'abord, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que Gégère Lecoultre était vaguement en train de sortir d'un quasi-dépôt de bilan. Et puis quand je suis rentré chez Harry Winston, on était sur le point de rentrer en dépôt de bilan. Donc j'ai eu une chance incomparable de participer à ces deux aventures au moment où vous allez au plus mal. Si vous rentrez dans une boîte qui va très très bien, vous n'apprenez rien, enfin pas grand-chose. Par contre, arriver dans des petites structures qui sont en train de se battre pour survivre en étant jeune, c'est extraordinaire. Donc, Gégère Lecoultre, j'ai passé 7 années, mais formidable, où j'ai appris déjà à travailler. Parce qu'on sort de l'Uni, on n'a aucune idée de ce que c'est que le monde du travail. Et puis surtout à l'époque, maintenant on nous forme, il y a des stages. Nous en Suisse, on ne faisait pas de stage, c'était vraiment une autre époque. Et puis donc j'ai appris à travailler. J'ai appris de nouveau, je suis encore plus tombé amoureux de la Belle Horlogerie. C'est une maison qui avait des valeurs extrêmement fortes, grâce à ses dirigeants aussi, d'honnêteté, de valeur. Et donc moi je me suis retrouvé complètement à l'aise. Et puis surtout j'ai découvert qu'avec un groupe de personnes qui étaient des personnalités, mais qui n'étaient pas des superstars. On n'avait pas des stars dans cette équipe, mais une équipe de gens bienveillants qui avaient un but, celui de sauver cette maison. On a déplacé des montagnes. Et puis, je ne pense pas qu'on était beaucoup plus malins que les autres, mais ce fait de travailler ensemble, Henry John Belmont qui m'avait embauché, et Gunther Blümlein au-dessus de lui, avait l'art de ramener les gens autour d'eux et de dire voilà, on a un but, on va sauver cette maison, on va sauver cette industrie. Et ça c'est quelque chose où aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont oublié de donner un but, un purpose, on dit en anglais. Hein, vraiment, pourquoi je me lève le matin? Pour que les actionnaires gagnent plus d'argent? Non, on se lève parce qu'on va changer le monde. Et donc voilà, moi j'ai eu cette chance-là. Et puis Harry Winston, je pense que j'ai compris alors, beaucoup de choses, mais deux qui étaient le plus important. Un, que j'étais capable de sauver cette petite maison et de la multiplier par 10 et de passer de 8 à 80 millions de dollars en 5 ans et de 8 à 80 employés. Et puis, j'avais aucune idée que j'avais ce genre de potentiel. J'ai aucune idée. Donc, c'est quand on vous envoie à la bataille que vous savez que vous êtes capable de vous battre. Hein. Donc ça, de nouveau, ça c'est encore, on revient avec les enfants. Les enfants, pour qu'ils se construisent, il faut que ce soit difficile. Si tout est facile, ça va être difficile de se construire. Donc j'ai eu cette chance-là. Et puis, plus loin, plus Harry Winston avait du succès, plus j'avais du succès, plus j'avais ce que les hommes veulent, c'est-à-dire la notoriété, du pouvoir, de l'argent. Moi, j'ai jamais travaillé pour l'argent, j'avais jamais un objectif d'argent. Et là, je me suis retrouvé avec en effet des salaires incroyables. Et je réalisais, plus la boîte m'amenait tout ça, et moins j'étais heureux. Et donc là, il y a un début de processus de compréhension, thérapie, choses qui était surtout par rapport à mon père, qui était décédé, et on s'était malheureusement pas dit tout ce qu'on devait se dire. Donc le début de la thérapie, c'est ça. Et puis de réaliser que, en fait, ce qui se passe, c'est que la thérapeute, un jour, elle me dit, bon, voilà, on a parlé beaucoup de votre père, maintenant, vous sortez de la séance, vous allez traverser la route, boum, vous êtes écrasé par un bus parce que vous n'avez pas regardé. Vous êtes au bord de la route, vous avez 2 minutes à vivre. Quels autres regrets? Waouh! Je ne sais pas si c'est tout à fait normal pour une thérapeute de dire ça, mais bon, c'est d'une puissance incroyable. Et là, je me suis effondré. J'avais tout ce dont les hommes veulent et rêvent, et moi, je me suis dit, mais je déteste ma vie, quoi. En tant que créateur, j'étais devenu un marketeur. Je ne cessais de créer des produits en disant, ça, c'est ce que veut le marché. Et les 3/4, je les aimais même pas. Donc c'est une abnégation, tout était faux. Et puis en tant qu'être humain, alors j'ai eu la chance de travailler avec des gens extraordinaires, mais j'ai aussi la chance de travailler avec des gens vraiment pas bien.
Des gens qui n'avaient pas des belles valeurs, qui juste parce qu'ils ont de l'argent ou du pouvoir, ils vous maltraitent. Et puis ces gens-là, on est obligé de les inviter à déjeuner. Et je dis, mais pourquoi? Les valeurs que mes parents ont essayé de m'inculquer, je les bouscule trop souvent parce qu'il y a des nécessités d'efficacité, d'argent et de choses. Et genre, c'est pas juste. Et donc, je me suis dit, voilà, si je veux être fier de moi le dernier jour de ma vie, il faut que je crée ce dont je crois. Et surtout, ne pas regarder ce que veulent les autres. Et puis, en tant qu'être humain, créer une entreprise qui n'autorise que les mêmes valeurs que celles que j'ai dans ma vie privée. Et c'est complètement utopique. Et surtout, je n'avais pas assez d'argent. Et donc, voilà. Mais ça va être le déclencheur, c'est cette réalisation-là. Et puis, voilà, la deuxième fois que je tombe amoureux, je vais tomber amoureux de mon projet, de mon idée, et de me dire, moi je m'en fiche, il faut que j'essaye ça. Et même si ça fait faillite, au moins j'aurais essayé. Parce que passer toute sa vie avec un beau projet, en le laissant dans le tiroir, en se disant « non, j'ai pas le courage, non, c'est trop difficile, non, je vais perdre tout mon argent », et arriver à la fin de sa vie en disant « bon, tu l'as pas fait alors ». C'est horrible. Donc c'est là que MBNF naît, ouais. En 2005. Et est-ce qu'on peut dire que MB, c'est pour le rêve du jeune Max, qui est en train de se réaliser, et que le F pour les Friends, mais qui va enfin pouvoir choisir et aimer? Je l'ai compris après. C'est-à-dire que la marque, je ne savais pas vraiment comment l'appeler. Et puis, à un moment donné, il y a eu cette idée B&F, B-A-F. Et parce qu'en fait, d'ailleurs, même la première pièce, je n'avais que le dessin de la première pièce. Il faut être sérieusement timbré, quoi. Je mets toutes mes économies. Je sais que de loin, il manque encore de l'argent. Donc, j'ai démissionné, je fais tout ça. Je n'ai que le dessin de ma première pièce. Et je pense que c'est une bonne idée. Et donc, la première pièce, c'était 2 cercles. Et 2 cercles qui se retrouvaient, c'était Busser and Friends. Et là où les 2 mondes se retrouvaient, il y allait y avoir de l'énergie, il y allait y avoir quelque chose d'incroyable qui allait se passer. Et j'ai compris bien plus tard que l'histoire des Friends, finalement, donc aujourd'hui je peux en parler clairement, mais que c'était cette petite enfant qui rêvait d'avoir des amis. Mais sur le moment, c'était pas clair. Vous savez, moi, j'ai l'impression que ma vie, c'est une psychothérapie non-stop. C'est-à-dire que je n'arrête pas d'agir et de faire des choses et de ne comprendre que plus tard pourquoi je les ai faites ou pourquoi je ne les ai pas faites. Et il y a autre chose que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui ne se font pas. Il y a beaucoup d'idées qui ne deviennent pas réalité. Et puis en tant que créateur, ça me frustre. Moi, je pousse, je suis un bulldozer, et des fois, voilà, ça ne bouge pas. Et puis sur le moment, je suis ça m'énerve. Et puis quand je regarde en arrière, 1 an, 5 ans, 10 ans après, je me dis, mais heureusement que ça ne s'est pas fait. Donc, je suis totalement athée, mais je crois au karma. Je crois au karma, et je crois que j'ai une espèce d'ange gardien qui est bâti comme Schwarzenegger dans ses grandes années et qui boit du Red Bull à longueur de journée et qui est tout le temps en train de me sauver de moi-même quand je veux faire des choses et que finalement ce ne serait pas une très bonne idée. Mais tout ce qui s'est fait, je n'ai aucun regret. Tout ce qui ne s'est pas fait, je suis content. C'est fou. C'est une vraie chance. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de créer? Donc ça c'est une super question. J'ai l'impression d'exister. Quand je ne crée pas, j'ai un peu l'impression de mourir. Et en fait, même ça va un pas plus loin, la créativité, c'est une drogue, c'est une addiction. Et comme toutes les addictions, malheureusement, il y a un moment donné, et si vous vous donnez la même dose, vous ne sentez plus rien. Et donc j'ai aussi l'impression de mourir si je reste dans le même palier. Donc il y a tout le temps un moment où il faut se mettre en danger. Et donc cette mise en abîme, cette mise en danger, cette prise de risque génère de l'adrénaline, génère de la dopamine. Finalement, nous on est un truc à 2 pattes avec plein d'hormones qui fluent partout. Et donc cette créativité, c'est une addiction parce que je pense que je suis un addict à l'adrénaline et à la dopamine. Et donc elle passe par de la prise de risque, de la sortie de la zone de confort. Et là, du coup, j'ai l'impression d'exister. Laquelle de vos passions n'avez-vous pas encore exploitée?
je suis quelqu'un, au-delà de l'horlogerie et peut-être un peu de l'automobile, ce qui est un cliché parce que c'est tellement mis ensemble chaque fois, je suis quelqu'un de très transversal. Il y a des gens qui sont verticaux, c'est-à-dire quand ils ont une passion, ils vont jusqu'au bout du truc, mais ils ont souvent des ornières et le reste, ça ne les intéresse pas vraiment. Moi, je suis une espèce d'éponge qui s'intéresse à tout un peu. Et au-delà de mon métier. Alors mon métier, c'est vrai que c'est ma vie. Et donc, du coup, tu as aussi une des bonnes choses des réseaux sociaux, c'est que moi, je découvre tout le temps plein d'univers parce que je like des trucs qui me ramènent à d'autres trucs, etc. etc. Mais il n'y a pas de passion verticale au-delà de l'horlogerie, de l'automobile, mais l'automobile plutôt de l'automobile ancienne, hein, c'est pas aujourd'hui, c'est pas l'automobile moderne, parce qu'aujourd'hui c'est un peu des ordinateurs à 4 roues. Hein. Et puis, et de nouveau, l'automobile ancienne, ce qui me passionne, c'est que c'était des gens aussi fous furieux que nous, aujourd'hui en horlogerie. Et que le créateur, le propriétaire de la marque, il était autant l'ingénieur que le dessinateur. Et que vous regardez une Aston Martin de David Brown ou une Ferrari d'Enzo, ou une Lamborghini, ou etc., ou une ISO, une Bizarini, vous voyez, c'était l'homme, le créateur, qui pratiquement, avec le dessinateur, faisait la pièce la plus belle au monde, mais qui devait aussi être efficace et rapide. Donc là, il y a un côté qui me fait vibrer. Donc, l'autre chose que je voulais peut-être aborder, c'est que quand vous êtes entrepreneur autofinancé, qui commençait avec pas assez déjà, il y a 20 ans, et que voilà, vous remettez tout, vous travaillez comme un dingue, il y a des choix à faire. Il y a des choses où on n'a plus le temps. Puis après, tout à coup, un jour, vous vous retrouvez avec votre fille dans les bras, il y a 11 ans, petit bébé qui vient de sortir, et là vous dites « Ok, alors déjà, j'ai pas assez de temps pour faire ça, 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 ça et ça, mais là, il va falloir aussi que je trouve le temps pour être en lien avec elle. » Et maintenant, on a 2 filles, et justement pas être ce père qui n'était pas là pour moi. Enfin, son langage de l'amour n'était pas le mien, on va juste dire ça comme ça. Et moi, j'ai envie d'être là, quoi. Et donc, voilà, donc on fait des choix. Il y a tellement de choses que je ne peux plus faire, mais c'est pas grave. Je n'ai pas de regrets parce que j'ai choisi ce qui est important. On parle à un certain niveau, bon, déjà l'horlogerie, mais de luxe. Qu'est-ce que vous pensez de ce mot qui est très galvaudé et qui est presque un gros mot aujourd'hui quand on entend le luxe? Donc, quelle est un peu votre définition du terme luxe? Et est-ce que pour vous, MB&F est une marque de luxe? Moi, je déteste le mot luxe. Je l'ai toujours détesté. Parce que pour 1 milliard de personnes aujourd'hui, ce qui se réveille ce matin, c'est d'avoir à boire et à manger. Et avoir un toit sur la tête. Donc, un truc cher n'est pas définition, pas un luxe. Mais au-delà d'être galvaudé, c'est un mot horrible. Je déteste ce mot. Nous, on parle d'artisanat. On parle de créativité. Et puis, je vais vous amener un pas plus loin. Je me suis beaucoup battu avec moi-même sur qu'est-ce que j'apporte, moi, dans cette vie. Oui, je crée des pièces d'horlogerie magnifiques qui prennent 4 à 5 ans de développement, 18 mois de fabriquer les 580 composants et de les finir tous à la main. Et finalement, en effet, je fais une pièce d'horlogerie qui vaut 100 000 ou 150 000 euros. Il y a quelque chose d'obscène là-dedans. Et donc, j'ai eu beaucoup de peine par rapport à mes amis qui sont assistants sociaux, médecins qui sauvent des vies, scientifiques qui essayent de faire en sorte que la vie devienne meilleure, etc., etc. Il y a tellement de gens qui aident les autres. Et moi, je crée des pièces d'horlogerie à 100 000 euros, mais c'est pas possible, quoi. Et finalement, j'ai compris une chose. J'ai rendu, j'espère, meilleure la vie déjà des 60 personnes, aujourd'hui 60, on était 30 il y a 2 ans, on était bien moins, des 60 personnes de cette équipe qui ont trouvé un but et qui voilà, je pense qu'on a changé leur monde. On a changé le monde des 60 à 80 artisans qui travaillent avec nous, qui jusqu'à il n'y a pas si longtemps galéraient. On a récemment, il y a 3 ans, sorti une série de 8 montres gravées, 8 pièces uniques gravées, avec des gravures extraordinaires d'un monsieur qui s'appelle Eddie Jacquet, qui est probablement le graveur main le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré.
Eh bien, Eddy, on l'utilisait pour des petites choses. Il gravait juste le Legacy Machine sur nos ponts, parce que tout est gravé à la main. Mais bon, c'est un Stradivarius, c'est dommage de le faire que ça. Mais le monde de la gravure, c'était pas franchement notre monde. Donc je voyais pas vraiment trop quoi lui faire. Et il y a 6 ans, avant le Covid, un jour on me dit « Ah ben il y a Eddy qui est de passage aux ateliers ». Je dis « Bon ». Je suis allé le voir, je dis hey, « Comment ça va Eddy ?» Il dit « Bon, ça va, écoutez, je suis là parce que j'aimerais que vous tamponniez ma feuille de chômage. » Je dis « Pardon ? Comment ça ?» Il me dit « J'ai plus de travail. Il y a les grands groupes, ils font plus de gravure main depuis bien des décennies. Et puis les artisans en ce moment n'ont pas de travail pour moi. Et voilà, il faut que je me mette au chômage. » Je dis « Mais c'est pas possible. » Et donc, je me rappelle, on s'est assis et je dis qu'est-ce qu'on fait ? Il me dit « Vous voulez dire quoi ?» Je dis « Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'on fait quoi ? On va faire quelque chose, on va créer un projet. » C'est vrai que la gravure à l'ancienne, c'est pas vraiment notre projet, mais et du coup, voilà, en brainstormant, je dis on a cette montre-là qui a quand même pas mal de surface, il faudrait trouver un concept. Nous, Jules Verne, ça nous parle beaucoup. Moi, j'ai beaucoup lu Jules Verne quand j'étais jeune, c'est un peu notre monde. Est-ce que vous avez envie de créer un thème autour de Jules Verne ? Et il me dit oui, ok, peut-être. Et puis voilà, 3 ans plus tard, 3 ans de travail, il a lu 80 romans de Jules Verne. Il est venu nous voir en disant, voilà, il y en a 15, je pense qu'on peut en faire une histoire sur une gravure. Il a sorti, ça lui a pris chaque fois 1 ou 2 mois, un dessin grand comme ça, de toute l'histoire en dessin d'abord. Et est-ce que ça vous va ? Ouais. Et après, il a passé 2 ans au binoculaire pour faire 8 pièces gravées à la main qui sont sublimes. Voilà, j'espère que la vie d'Eddy Jacquet, on a fait une différence. Et après, on a eu le Grand Prix d'horlogerie de Genève sur cette pièce, du coup, il a eu plein d'autres mandats. Voilà. Donc, on a changé ça. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et plus on vieillit, plus on se dit, mais ça ne suffit pas de faire ça pour le monde. Et il y a 3 ans, on s'est assis avec une partie de l'équipe pour définir le why, le pourquoi MBNF existe. Moi, je sais pourquoi c'est important. Parce que je veux être fier le dernier jour de ma vie. Mais ça ne peut pas être que ça. Et donc on a pris un spécialiste de Paris, un type formidable. J'avais bloqué la journée pour déterminer le pourquoi de cette maison. Et au bout de 30 minutes, on avait la réponse. C'était incroyable. Et ce qui était incroyable, c'est que ça ne tournait pas autour de l'horlogerie. Or l'horlogerie, finalement, c'est mon cœur, hein, c'est ce qui fait battre mon cœur. Et on est arrivé sur la conclusion que alors je vais le faire d'abord en anglais, puis après en français, parce que la traduction française n'est pas terrible. C'est MBNF exists to inspire people to think differently, to take more risks, and to be more creative. Donc, MBNF existe pour transmettre l'envie. Inspire, il n'y a pas un mot comme ça en français. De donner l'envie aux gens d'être plus créatifs, de prendre plus de risques. Et on était sur penser différemment. Et finalement, ça, en 3 ans, on l'a changé en, ce que je disais au début, en trouver sa propre voie. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'on a réussi avec aussi peu de moyens, avec des valeurs aussi fortes, et on a réussi à s'en sortir pendant presque 20 ans, on a tellement de gens qui nous écrivent sur les réseaux sociaux en disant « Je ne pourrais jamais me payer une de vos pièces, mais merci. Merci d'exister. » Et d'ailleurs, en voyant ce que vous avez, le risque que vous avez pris, moi, j'ai eu l'envie et j'ai fait ça. Et là, on a la chair de poule parce qu'on se dit, on donne l'envie à des personnes de... Alors j'espère qu'ils ne vont pas tous se planter, hein, parce que j'ai quand même une sacrée responsabilité. Mais au moins, et on leur dit, ne le faites pas pour l'argent, faites-le parce que si vous ne le faites pas, un jour vous allez le regretter. Et du coup, là, il y a des belles histoires qui sont créées autour de nous, de gens qui reviennent plusieurs années plus tard en disant c'est grâce à vous que j'ai eu le courage de monter ma boîte, j'ai eu le courage de faire ci, j'ai eu le courage d'arrêter ça. Et voilà. Donc finalement, MBNF, c'est bien plus grand que juste être de la création d'horlogerie. Et c'est pour ça que c'est incomparable. Oui. Par rapport à ce que vous dites, est-ce que vous souhaiteriez qu'on se souvienne de vous en tant que créateur ou humaniste ? Moi, j'ai pu dire sur la tombe de mon père, « He
he was a good man. He was a good person. C'est quelqu'un de bien, juste quelqu'un de bien, comme disait la chanson. Moi, j'aimerais que c'est ça qui reste. Il n'y a pas longtemps, il y a une série sur Disney+, sur Karl Lagerfeld, et donc ça m'a permis de redécouvrir ou d'approfondir un peu qui il était, et notamment sur l'enfance et pas mal de choses. Il y a beaucoup de similitudes. Mais il faut que je la voie, parce que je connais un peu le personnage, évidemment, parce que tout le monde le connaît, mais je connais pas l'arrière. Voilà, que pensez-vous du personnage, ce qu'il a pu apporter dans l'industrie de la mode, où finalement il était directeur artistique, mais il a un peu révolutionné comment on pouvait le faire, par rapport à ce que vous faites? Est-ce que vous voyez des choses en commun, et que vous inspire cet homme? Alors moi, j'ai toujours trouvé le personnage extraordinaire, avec ce côté un peu provoquant, qui me faisait toujours sourire. Et puis, je trouvais aussi qu'il avait une capacité, tout en ayant un ego qui semblait quand même assez grand, de temps en temps pas se prendre au sérieux. Et je trouvais, moi, il avait un sens de l'humour qui est assez décapant, que je trouvais intéressant. Si vous voulez, moi, je n'ai que de l'admiration pour ce qu'il a fait. De nouveau, je ne viens pas du monde de la mode, c'est pas un monde que je regarde. Par contre, prendre un héritage aussi fort que celui de Gabrielle Chanel, et de le démultiplier et de le rendre encore plus fort, ça c'est extraordinaire. Et si vous voulez, moi, et en toute humilité, moi je cherche le Karl Lagerfeld qui va prendre mon relais. Parce que nous sommes créateurs de quelque chose de complètement nouveau dans l'horlogerie. Et puis voilà, j'ai 57 ans, on va fêter les 20 ans. Oui, j'espère être là encore très longtemps, mais je suis du mauvais côté de la route déjà, au niveau H. Donc il y a un moment donné où, en tant que créateur et d'entrepreneur responsable, il faut se dire, il faut trouver le futur directeur créatif qui va reprendre ce travail, tout ce travail qui a été fait, et qui pourra le démultiplier et le rendre plus fort, plus impactant, ou qui va l'amener dans une autre voie, mais qui utilise ses racines. Moi, j'ai posé les racines. Et donc, voilà, moi, c'est ma quête. Je crois que je l'ai trouvé. D'ailleurs, c'est un jeune Allemand, et qui a un talent incroyable, qui est un jeune créatif, qui est un designer. Et voilà, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble pour qu'un jour, je lui donne le témoin, et c'est lui qui va prendre le bébé. Et alors j'espère être là longtemps, mais il faut que je réalise que je ne serai pas immortel. Est-ce que vous savez ce que vous pourriez faire ou ce qu'il faudrait faire pour que votre vie future soit toujours aussi incomparable à ce qu'elle a été jusqu'à présent? Plus je vieillis et plus je réalise que le plus difficile, c'est l'équilibre. Donc, comment augmenter ma dose d'adrénaline dans ma maison horlogère, et en même temps être un bon mari, un bon père, quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, exactement, et de jongler avec toutes ces balles dans l'air. Donc moi, tout ce que je me souhaite, c'est d'apprendre à mieux jongler pour trouver cet équilibre. Parce que, en plus, il y a un truc en tant que créatif, l'équilibre on déteste. Moi, dès que j'en même que chez MB&F, ça commence à... Ça ronronne jamais chez nous, mais ça commence à être vaguement un peu plus en train de ronronner. Je jette un pavé dans la mare en disant « Allez, on fait un truc encore qui va nous mettre en danger ». Et donc, ça, il y a de ce côté-là. Et puis, en même temps, dans la vie familiale, d'être sûr que justement, on ne jette pas les pavés dans la mare et qu'on est vraiment dans la sérénité et dans le plaisir et dans les rires. Et voilà, donc c'est compliqué. Et cette quête de l'équilibre, c'est ma quête ultime. Pour terminer ce podcast, donc Incomparable, est-ce qu'il y aurait une marque ou une personnalité que vous aimeriez qui prenne votre place, qui nous raconte un petit peu pourquoi lui ou sa marque est incomparable? J'ai une affection incroyable pour les créatifs, entrepreneurs qui prennent des risques, autofinancés, et qui en bavent, parce qu'on en a tous bavé, mais on en a tous. Mais par exemple, je pense, il y a quelqu'un d'assez extraordinaire dans le monde de l'automobile, c'est Christian von Koenigsegg, qui a lancé la marque Koenigsegg, qui fête, je crois, ses 20 ans d'ailleurs aussi, on est un peu dans le...
Et il y a Horacio Pagani, évidemment. Donc voilà, c'est ces deux-là qui aujourd'hui, oui, dès qu'il y a une liste d'attente de 10 ans sur leur voiture, et dès que vous en achetez une, vous pouvez la revendre à 2-3 fois le prix, mais qui pendant 15 ans, comme nous, ont galéré à essayer de trouver 20 personnes par année qui aimaient ce qu'ils faisaient et qui avaient les moyens et qui avaient le courage d'acheter leur voiture. Merci beaucoup, Maxime. Avec grand plaisir.